Monsieur le Président, bonjour. Pourriez-vous vous présenter à nos internautes et téléspectateurs? Je me nomme Pierrot Kokwa Kakovi. Je suis le PCA dernièrement et le PDG de la structure Lofty-Farm. Monsieur le Président, quelles ont été vos principales motivations pour vous lancer dans l'aquaculture et pour quelles raisons avez-vous fait le choix spécifique de la production de tilapia? Nous, on est du Bamono, d'origine togolaise. Et quand on était petit, on allait à la rivière, au fleuve, accompagné des grands frères, des oncles. On trouve de petits poissons qu'on ramène à la maison, les carpes essentiellement. Les carpes, c'est ça, tilapia aujourd'hui. Donc, quand on a fini l'école au village, on est rentré à Lomé pour continuer notre vie jusqu'à rentrer dans la vie active, vie professionnelle. On retourne au village, il n'y a plus de poissons qu'on trouve facilement. Et il faut vraiment organiser la chose pour qu'on vous trouve de poissons à manger. Alors ça s'exprime de deux façons, où on devient trop nombreux sur la terre, où on détruit l'écosystème qui permet de ce genre de choses. Donc, j'étais dans mes activités professionnelles au Nigeria. Quand je travaille au fait dans l'énergie, je suis un dealer de l'énergie renouvelable et spécialement l'énergie solaire. Donc, j'étais allé monter une pompe solaire à un général nigérian, chez lui à la maison. Et pour le sortir de l'eau, c'est ce qu'il m'a dit. À l'arrivée, j'ai constaté qu'il a des bassins qui ont beaucoup de cellules noires. Les catfish là. J'ai dit, donc ce truc est réalisable alors. Donc c'est à partir de là que l'inspiration m'est venue. Et là, en ce moment, j'habitais à Accra. Quand je suis rentré, j'ai commencé par réfléchir. Un jour, je descendais sur Lomé et on a vu la plaque Flowcell. Je leur jette toujours de fleurs. Je leur suis très reconnaissant. Et on a demandé au chauffeur de faire demi-tour. On est allé à la ferme, on a vu. Voulant nous encourager, ils nous ont dit un montant dérisoire pour commencer par élever du poisson. J'ai dit, mais quand cela ne tienne, je peux me permettre aussi. C'est comme ça qu'on a commencé l'aventure, par le bassin à Novella Star, là-bas, vers fin novembre 2016, par là. Et rapidement, la production nous a rattrapés. On était obligé de nous déplacer sur le lac Togo et jusqu'à arriver ici finalement. À vos débuts dans ce secteur, avez-vous été confronté à des difficultés particulières? Si oui, quels ont été les principaux défis que vous avez dû surmonter? Il n'y a pas d'échec dans la vie, comme l'a dit le président Mandela. C'est l'apprentissage au fait. On a vraiment frôlé le fond. Et très tôt, comme je le disais tantôt, on était en surpopulation dans le vin, donc on a sollicité le lac Togo, à Pessi précisément, et on est allé s'installer. Et on a mis des cages en enclos, on a fait. Dites-vous que là-bas, on a quitté avec les pleurs, hein, parce que l'eau, la qualité d'eau ne répondait pas, la profondeur non plus. Ce qui a tué, c'est les prédateurs humains. Et les pêcheurs riverains, là, ils pêchent plus de poissons qu'ils doivent aller pêcher, ils coupent nos filets, et ils volent, et le reste, ça s'échappe. Donc, on a quitté Pessi là-bas avec une perte considérable, près de demi-milliard. Du coup, on n'a plus le choix. Il faut avancer. Ou on abandonne, on rentre en prison, ou on continue avec espoir que les gens nous voient en activité, avec espoir que nous allons payer nos dettes. C'est comme ça qu'on a débarqué ici. Et à partir de là, ce qu'on a appris essentiellement, c'est que si on veut faire, il faut faire avec les vrais moyens, pas les moyens, les petits moyens. Il faut aller comme cela se doit. Donc ça qui nous amène aux cages flottantes qu'on a aujourd'hui là, ça c'est les difficultés liées à la production. Maintenant, production réussie, il faut qu'on vende le poisson. Ça a été un challenge
entre nous, les importateurs. Quand on dit non, le poisson on mange au Togo, on achète, ce n'est pas vrai. La conservation du poisson pour pouvoir vendre, sortir, le laisser pendant des jours, vendre, ce n'est pas évident. Donc, le chemin le plus court, c'est de mettre des tunnels de surgélation, moyens de conservation à frais. Après, la mévente aussi, si on produit, on ne vend pas. On fait quoi? Sur la pisciculture, la marge est vraiment chose très petite, minime. Donc, on était dans ça quand finalement l'État, vu nos efforts, a dit, le chef de l'État me met passé ici personnellement, là je le salue et je le tire chapeau pour son patriotisme. Il a dit, mais si on peut produire de tilapia, de cette taille de production au Togo, donc il va falloir faire quelque chose, interdire l'importation de tilapia, ce qui est fait d'office quand on a commencé depuis Lomé. Ça n'a pas été facile pour que cet arrêté-là sorte, mais finalement en 2025, là, l'arrêté est sorti et que les gens sont maintenant, toute importation est assujettie de 10% de la cargaison à amener de l'extérieur. C'est ça qui nous soulage aujourd'hui, sinon on ne pourra même pas être là pour recevoir qui que ce soit. Aujourd'hui, quels sont les impacts de l'Oftifarm sur l'économie locale et sur la création d'emplois au Togo? Vraiment, ça là, si je crois que les autorités même savent qu'on a réglé on leur a sorti une épine du pied dans la localité ici. Parce que quand on était ici, quand on s'installait, on voyait les jeunes, les coupeurs de route, de Tapamé à ça fait 82 km. Chaque nuit, il doit y avoir au moins 3 actions comme ça dans la route. Mais depuis qu'on est là et qu'on a accepté à accompagner certains, et ce phénomène a cessé. Grâce à nous, beaucoup savent ce qu'on appelle gagner l'argent à la fin du mois. Et à notre début ici, quand on a fait les forages, on a dédié un forage carrément pour le village, pour l'adduction d'eau. Et ils s'en servent. Il y a d'autres points de puiser dans la maison. Ils sont là tout le temps pour chercher de l'eau. Et il y a même les écoles communautaires de la place et c'est nous qui payons le salaire aux employés. Même au chez Nangweto, il y a 5 enseignants tout le temps qui sont à notre charge. C'est mieux. Chaque fois, on était ici pour 2-3 fois. On nous a sollicité que les toits de l'école est parti. J'ai acheté de taux 1 fois, 2 fois, une fois, écoutez, arrêtez ça. Et on leur a mis un bloc de 4 classes et depuis, le problème est réglé. Donc, le CEG, le premier bâtiment en tuyau construit, c'est l'OFTI qui a construit. Et le second, la CEB, a fait, c'est le second sert du lycée maintenant. Et le premier continue à être pour le CEG. Même la route, ici, on ne peut pas rouler d'Atapamé. Ici, quand vous prenez d'Atapamé, il faut faire au moins 1h15. Aujourd'hui, 40 minutes pour pouvoir atteindre le goudron. On a joué beaucoup de rôles. Nous avons pris des engins pour niveler avec latérite de la barrière là-bas jusqu'à au-delà d'Assanté avant de rencontrer ce que le TP est en train de faire. Donc, voilà un peu les quelques choses que je cite, et sans oublier la cantine qui est ici. Ce n'est pas la cantine de l'Ofti, c'est la cantine du village. Si quelqu'un au village ici n'arrive pas à trouver à manger, on vient, on dit, ah bon, il est midi. Donc à midi, on ne donne pas de voiture. C'est ouvert, on ne donne pas de voiture, il suffit de trouver ton plat. En te met, tu vas aller manger. L'infirmerie, on l'a faite pour nous et pour la communauté. Ils ne paient rien. Et on a pris sur nous pour aller amener les produits génériques déposés, vendant au coût vraiment accessible à tous, qui peuvent trouver même moins cher ici qu'à Paris.
Donc, je me dis que nous faisons beaucoup pour cette communauté et tout ce que ça demande et on va encore faire mieux. Monsieur le Président, quel message et quelles recommandations souhaiteriez-vous faire aux jeunes pisciculteurs désireux de se lancer dans l'aquaculture pour réussir et s'imposer dans ce secteur? C'est une belle question et que les réponses ne sont toujours pas compris tout de suite par les aspirants. Pour faire la pisciculture, ça ne sert à rien de courir. Ça ne sert à rien de vouloir se prendre en individualité. Il faut aller en groupement d'intérêt économique. C'est ça qu'on appelle le GIE. C'est très important. J'ai crié ça pendant longtemps. Au Togo, ici, les gens ne m'ont pas compris. Pas fini, ils ont compris. C'est ça le projet PEDAT. Chacun voulait les cages pour sa ferme parce qu'il fait déjà de caprin et bovin et un peu de volaille. Il dit, bon, moi je vais avoir tout dans mon champ. Il y a un petit étang, il faut qu'on mette de poissons. Vous allez venir un matin, tous les poissons seront morts. Vous allez venir un matin, les gens vont tout voler. Vous allez venir, parce que l'activité, quand vous êtes ici, vous voyez que tout se suit au quotidien. Et tout se suit à la minute et à l'heure et au temps. Donc, si on manque de vigilance par endroit, c'est que le prix à payer est juste à côté, c'est cash. Vous voyez? Donc, c'est là où il faut faire la pisciculture qu'il faut le faire. Et il ne faut pas dire que je suis dans Tapamé. À Tapamé, il n'y a pas de plan d'eau disponible pour la pisciculture. Au Togo, où il y a de plans d'eau disponibles pour faire la pisciculture, c'est ici à Nangweto. Je ne fais pas de publicité que les gens viennent, qu'on travaille, non. Ou je veux me montrer que je travaille, non. Je dis la vérité, je dis ce qui est bon pour le pays. Surtout qu'en temps, c'est l'État même qui portait le projet. Moi, je voudrais que l'argent que l'État mette dedans puisse c'est-à-dire l'activité soit pérenne pour que ça puisse profiter à tous. Donc, cela souvent est très difficile à être compris comme ça. Quand on dit, non, comment moi je vais aller, je voudrais avoir tout chez moi. Non, c'est pas vrai. Il faut aller à un groupement d'intérêt économique. Donc, en clair, il faut rester ensemble pour être fort. Selon vous, dans quelle mesure l'accompagnement et le soutien de l'État ivoirien contribuent-ils au développement de la pisciculture dans ce pays? Oui, nous, cette année, l'État a encore fait plus. Alors, je vous parle, on a mis des conteneurs à quai, au port, et l'État vient de mettre dans la loi de finances de cette année, l'État nous accompagne avec en exonérant les trucs de droits et taxes. Donc c'est une avancée significative. C'est ça la seule qui peut motiver le pisciculteur comme moi à exister. Si on ne le fait pas, les pisciculteurs travailleront en vain. Ils ne pourront pas s'en sortir. Donc d'abord, l'interdiction doit être systématique. Si vraiment on voit que les gens, ceux qui portent l'affaire sont représentatifs, on interdit l'importation de tilapia. C'est à ça maintenant qu'on pose le quota. On dit, maintenant, tilapia, ça ne vient plus, nous élevons sur place, mais pour que vous, importateurs, vous puissiez continuer à faire venir, vous devez acheter un quota. En Côte d'Ivoire, même 5%, c'est beaucoup. Parce que pour la Côte d'Ivoire, ça rentre près de 900 000 tonnes sur l'année. Vous voyez ce que c'est vraiment beaucoup. Ce n'est pas donner l'argent aux gens qui font l'affaire. Il faut rassurer l'investisseur que quand il met son argent, monte assis de cette manière-là à faire retour à l'investissement. Voilà un peu. Monsieur le Président, nous sommes au terme de cet entretien. Quel est votre mot de fin pour le conclure? Je remercie les amis de la Côte d'Ivoire qui nous ont fait confiance et spécialement la FAO qui a financé, a négocié et financé le déplacement de nos amis. Et merci également pour leur confiance faite à nous. Et je suis fier et je crois que ce qu'ils sont allés apprendre avec nous serait mis en application et pas dans un placard. Et ça fait la pisciculture telle que si vous laissez tomber pendant un temps, c'est que vous perdez le fil de réseau. Et ce qu'ils ont appris ici ne suffit pas. Et il n'y a pas de pisciculteur international, c'est le terrain qui commande. C'est sur chaque terrain
qu'on voit comment ça va faire chose. On sonne et on fait. Et c'est la patience qui fait chose. Je leur demande d'être très patient. Et merci beaucoup.